Ici. Donne la parole. Enfin, ils seront hommes, et ils doivent avoir une idée de l'homme. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qu'on appelle la civilisation. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, limiter, amoindrir, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Ces hommes et ces femmes sont des humanistes. C'est-à-dire qu'ils ressentent au plus profond de leur chair que chacun d'entre nous est un moment éphémère d'une extraordinaire aventure. L'aventure de la vie, qui a donné naissance à l'aventure humaine. Et ils ont souhaité qu'elle continue vers une métamorphose d'où naîtra un devenir nouveau. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Jouvencel. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue sur Artop. Eh bien, merci de m'inviter. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir. Partagez. Alors, Pierre Jouvencel, tu es auteur, comédien, metteur en scène. Tu as créé plusieurs spectacles consacrés à de grandes figures littéraires, notamment Victor Hugo. Et tu défends un théâtre qui mêle poésie, histoire et réflexion citoyenne. Alors, parcours personnel, en quelques mots, ou en plusieurs mots. On a du temps. C'est un parcours personnel qui est assez paradoxal puisque, en fait, je fais du théâtre depuis plus de 35 ans, mais j'ai aussi fait beaucoup d'autres métiers en même temps. Alors, au départ, j'ai fait des études. En fait, moi, j'étais attiré quand j'étais enfant, j'étais vraiment attiré par la poésie. En fait, bon, nul n'est parfait. Hein. Et puis, il se trouve que dans la ville où j'habitais, bon, à l'époque, il n'y avait pas de conservatoire, etc. Il n'y avait pas d'association à ce moment-là qui faisait vraiment du théâtre. Mais par contre, il y avait une école de musique et qui était gratuite. Donc, mes parents m'ont mis à la musique. Donc, j'ai fait du hautbois pendant plusieurs années. J'ai été hautboïste d'un orchestre. Et puis, suite à un événement familial, enfin, j'ai perdu ma mère assez tôt, voilà, ça a été un bouleversement dans ma vie, donc j'ai arrêté à ce moment-là la musique, puis j'ai poursuivi mes études. Et le théâtre, à ce moment-là, était vraiment très très loin de moi. Et donc, j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po, du droit, etc. Et j'ai passé des concours, je suis devenu administrateur territorial, donc j'ai travaillé dans les collectivités territoriales comme directeur général des services, j'ai été directeur de la culture dans d'autres collectivités. Et puis, j'ai même été magistrat, chambre régionale des comptes, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Mais malgré tout, j'avais ce besoin de faire du théâtre, et donc, il y a 35 ans environ, j'ai commencé vraiment à monter avec des compagnies amateurs, j'ai fait du théâtre. Et puis, assez vite, au bout de quelques années, j'ai eu envie de créer ma propre compagnie. Donc, en 2014, j'ai créé ma compagnie, la compagnie Élégie. Et j'ai commencé à produire mes propres spectacles, parce que j'avais envie de mêler mes deux passions, qui étaient la poésie et le théâtre. Donc j'ai commencé avec un spectacle sur Baudelaire, qui était sur les fleurs du mal, avec un jeune violoncelliste. Et puis, comme ce spectacle a marché, des souvenirs d'enfance m'ont fait me souvenir de Victor Hugo et des poèmes que j'avais appris quand j'étais enfant. Et donc là, j'ai écrit un spectacle sur Victor Hugo, donc en 2015-2016, que j'ai commencé véritablement à jouer en 2018. Et ce spectacle a très bien marché, il marche toujours, parce que j'en suis à 300 représentations, j'ai fait 8 fois Avignon avec. Voilà, et donc là j'ai continué vraiment à écrire et puis à produire des spectacles. Et puis depuis que je suis en retraite, donc depuis 2021, je fais vraiment plus que ça de façon professionnelle. Donc ma compagnie s'est étoffée, et puis actuellement, je suis en production de 4 spectacles. Je joue aussi avec d'autres compagnies et je fais venir d'autres comédiens dans ma compagnie en fonction des projets que je joue. Voilà pour ma vie. D'accord. Alors, justement, comment est née cette passion pour le théâtre et l'écriture? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un
un artiste, une pièce de théâtre qui a fait que le déclic vient Alors, la passion la pour le passion. théâtre, je pense elle est depuis l'enfance, véritablement. J'ai toujours eu envie d'être sur les planches. Enfin, vraiment, la scène est un endroit où je me plais particulièrement. Et donc ça, je le sentais en moi depuis longtemps, même si je ne pouvais pas le pratiquer. Quant à la passion de l'écriture, elle est vraiment venue avec Hugo, je crois. C'est-à-dire quand j'ai voulu faire un spectacle sur Victor Hugo, au départ, je pensais dire ses poèmes. Très franchement, je pensais dire ses poèmes. Et puis, je me suis quand même plus intéressé à sa vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, avec Hugo, je peux pas dire que ses poèmes, il faut que je raconte sa vie, parce que sa vie, elle est absolument fabuleuse, quoi. On pourrait écrire tellement de livres rien que sur sa vie. Alors il y a déjà une biographie incroyable hein, sur Victor Hugo, hein, une bibliographie incroyable, mais voilà, sa vie m'a profondément intéressé. Et ce qui m'intéresse surtout sur Hugo, c'est son côté humaniste qui m'a vraiment passionné dès le début, quand j'ai commencé à vraiment à m'intéresser à lui. Et donc j'ai écrit ce spectacle sur sa vie et que j'illustre les grands moments de sa vie, à la fois par ses poèmes et par ses discours politiques. Voilà. Mais c'est vraiment Hugo qui m'a donné envie d'écrire. Ensuite, j'ai écrit un spectacle sur Sandé Musset, j'ai écrit un autre spectacle sur Baudelaire, avec des poèmes de Baudelaire. Et puis j'ai écrit ce texte humaniste que je joue là au Festival d'Avignon encore cette année, que j'ai créé l'année dernière. Là, le déclencheur, ça a été l'assassinat de Samuel Paty. Et ça m'a profondément bouleversé. Et suite à ça, j'ai décidé de mettre l'humanisme au cœur de la société, parce que je me suis aperçu aussi que beaucoup de mes concitoyens avaient un peu oublié ce que c'était que l'humanisme, et reprendre aussi qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République, comment cette République est née. Et donc je reprends les 14 grands extraits des grands discours humanistes de la Révolution jusqu'au XXe siècle. Voilà. Et c'est ce spectacle là aussi que j'ai écrit. Tu l'as vu le film de Samuel Paty? Alors je l'ai pas encore vu parce que j'ai vraiment pas eu le temps, parce que j'ai pas été là. Voilà, j'ai beaucoup tourné ces derniers temps, mais je compte bien le voir. Oui. Alors, comment as-tu concilié ces deux univers entre l'écriture et le théâtre? Ben en fait, assez facilement parce que j'avais envie d'écrire pour des pièces de théâtre que j'allais pouvoir jouer. Donc, si je voulais jouer, il fallait que j'écrive mes pièces. Et puis, je suis allé un peu au-delà parce que j'ai écrit aussi. On m'a proposé de faire un livre sur Victor Hugo, sur qu'est-ce que c'était que son idée, qu'est-ce que c'était que le progrès pour Victor Hugo. Et donc je me suis attelé à la tâche et voilà. Donc au 19e siècle, sur ce livre-là, ça s'appelle Le progrès et le mode de l'homme. C'est une phrase de Victor Hugo que j'ai repris, qui est aux éditions L'Harmattan. J'ai écrit donc ce texte sur qu'est-ce que c'était pour Hugo l'idée de progrès au 19e siècle et je me suis placé après un homme du 21e siècle en me disant qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette idée qu'avait Hugo du progrès à l'ère d'internet, des réseaux sociaux, voilà, et puis de la vitesse des choses qui vont de plus en plus vite. Voilà, est-ce qu'on peut considérer que Hugo, s'il revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait du progrès dans lequel nous vivons? Alors évidemment, la première partie est assez simple puisqu'on a beaucoup de matière sur qu'est-ce que c'était que l'idée de progrès pour Hugo. Il a écrit dans plein de choses, hein, dans beaucoup d'articles. Mais évidemment, sur le 21e siècle, c'est beaucoup plus subjectif puisque j'ai essayé de me mettre dans sa peau pour essayer de voir comment il pourrait réagir face aux événements de notre siècle. Voilà, donc ça c'est. Et puis j'écris de la poésie parce que j'ai toujours aimé la poésie et donc j'ai écrit deux livres de poésie. Un qui s'appelle Mirage chimérique que j'ai écrit en 2017, qui a été publié en 2018, et un autre que je viens de terminer qui s'appelle Amérante. Parce que j'ai mêlé mes deux passions, la poésie et la marche, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup marché dans ma vie, et donc j'ai essayé de réfléchir à comment évoluer l'âme au fur et à mesure de l'avancée des pas. Alors, tu écris, tu mets en scène et interprètes souvent tes propres textes. Qu'apporte cette liberté d'artistique? Écoute, oui, le fait, j'ai voulu aussi, j'avais déjà joué avec beaucoup dans des compagnies, avec d'autres personnes, mais j'avais envie de produire mes propres textes parce que effectivement, ça me donne une véritable liberté, c'est-à-dire là, je fais vraiment ce que je veux et je fais passer les messages que j'ai envie de faire passer.
Et donc effectivement, je suis toujours quand même dans une pensée très citoyenne, très humaniste. Et donc dans Hugo, bah, j'ai fait ressortir vraiment la vision humaniste de Victor Hugo. Hein. Au-delà, évidemment, je parle de l'artiste, je parle du poète, de l'homme de théâtre, de l'écrivain, de l'homme politique, mais je parle aussi de son humanité. Humaniste, ben, voilà, le sujet parle de lui-même. Et là, on est en train de monter un nouveau spectacle avec Stéphane Titeka, qui est mon metteur en scène sur cette nouveau spectacle que je vais créer à Avignon en 2026, qui s'appelle Apollinaire éclat d'amour. Là, c'est Stéphane qui a écrit le texte. Mais on l'a fait, voilà, un petit peu. C'est vraiment lui qui l'a écrit, mais avec moi, j'étais vraiment à fond aussi derrière lui, parce que c'était une idée que j'avais eue il y a quelques années d'écrire un texte sur Apollinaire. Puis pour plusieurs raisons, on a préféré que ce soit lui qui l'écrive. Mais en tout cas, on fait aussi ressortir ce côté humain d'Apollinaire. En tout cas, voilà, ça fait partie de un peu de ma marque de fabrique. Vous savez, en fait, il y a, je reprends souvent l'idée de Hugo là-dessus. Hugo, au 19e siècle, était ce qu'on appelait un artiste engagé. Et quand on lui posait la question, on lui disait est-ce qu'un artiste doit être engagé? Il disait oui, un artiste doit être engagé. Il s'est heurté à d'autres contemporains comme Théophile Gautier, par exemple, à cette époque-là, qui, parce qu'il y avait tout un courant artistique qui considérait que l'artiste devait faire que de l'art et que une fois qu'il sortait de l'art, c'était plus son domaine en fait et qu'il ne devait pas se mêler des affaires du monde et des affaires de la société. Et Hugo, au contraire, était un artiste qui disait non, en fait, le fait de s'engager dans la société ne rapetisse pas l'art, mais au contraire, on peut avoir un art qui même s'élève parce que on est engagé dans la vie sociale et dans la vie de la société. Et donc, moi, je me sens complètement là-dessus. Donc, je pense qu'il faut un artiste n'est pas forcément un tribun politique, ça, j'y crois pas du tout. Mais par contre, qu'il soit engagé pour un certain nombre de causes et qu'il les défende, en tout cas qu'il les fasse passer dans ses spectacles, ça me paraît plutôt une bonne chose. Alors, le spectacle de Victor Hugo, en géant dans un siècle, connaît un succès durable depuis plusieurs années. Pourquoi Oui. Victor Hugo connaît-il de parler si fortement à notre époque? Bah, je crois qu'Hugo, oui, il nous parle beaucoup. D'ailleurs, on voit beaucoup de choses sur Victor Hugo actuellement. Pourquoi? Bah, parce qu'il est très actuel, en fait. Il est très très actuel. En fait, Hugo, les grands combats de Victor Hugo, je les rappelle. Bon, l'abolition de la peine de mort, donc en France pour l'instant c'est fait, mais ça durera peut-être pas toute la vie. Le discours sur la misère, le fait de se rapprocher des classes les plus laborieuses pour essayer de faire en sorte que la misère disparaisse, ben, il y a qu'à se promener dans la rue, on voit que tout ça n'a pas disparu. Donc ce combat pour la misère, il est toujours hyper actuel. Les États-Unis d'Europe, alors oui, on a une Europe, mais c'est pas forcément l'Europe que voulait Hugo, il voulait une Europe des peuples. C'est pas forcément l'Europe des peuples que nous avons aujourd'hui dans l'Union européenne, même si on a fait une Union européenne à 27, voilà. L'éducation pour tous. Oui, on a l'éducation pour tous, mais c'est un combat qu'il faut continuer, bien sûr, parce que je pense que effectivement notre système éducatif aujourd'hui est quand même bien amoché et qu'il y a vraiment des progrès aussi à faire de ce côté-là. L'égalité homme-femme, il a été un des premiers hommes, en tout cas, à revendiquer l'égalité homme-femme. Et ben, on voit que même s'il y a eu des avancées, il y a encore des gros progrès à faire aussi. Il a lutté également pour plein de causes, hein, donc il a soutenu les communards, donc la lutte pour les opprimés, la lutte aussi pour que les peuples puissent s'affranchir du joug de tyrans, etc. Donc il est actuel dans tous les domaines, il est très actuel. Et donc, même s'il a une langue 19e, c'est vrai que... Et puis, c'est un peu le père de la nation, si tu veux. Tu vois, aux obsèques de Victor Hugo, il y avait plus de 2 millions de personnes. Ça veut dire que tous les mondes, que ce soit on soit de droite ou de gauche, on se retrouvait dans Hugo. À part vraiment le mouvement anarchiste et puis l'extrême droite de l'époque qui ne soutenait pas, mais sinon tout le monde le soutenait. Donc je crois que Hugo a vraiment un rôle comme ça, un peu universel, et c'est pour ça que les gens se retrouvent en lui. As-tu découvert chez Victor Hugo ou soupçonné, avant de plonger dans son œuvre, quelque chose que tu as découvert?
Que j'aurais découvert après, que je ne Après, connaissais pas avant. ouais. Oui, bah oui, oui, j'ai découvert plein de choses en m'intéressant véritablement à sa vie, parce que en fait, moi j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire je connaissais un peu Victor Hugo, voilà, j'avais quelques idées. J'avais un petit peu regardé, était à l'école, on nous avait appris un certain nombre de choses, encore qu'on passe très rapidement sur lui, je pense, à l'école. Mais oui, oui, j'ai découvert notamment, effectivement, cet humanisme et cette humanité de Hugo que je n'avais pas soupçonné à ce point-là. J'ai découvert tous ces combats qu'il a menés. Et je les connaissais pas tous, loin de là, et je m'aperçois quand je discute avec les gens après mon spectacle que beaucoup de gens ne connaissaient pas non plus tout ça. Donc, oui, oui, ça j'ai vraiment découvert, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de raconter sa vie, c'est parce que j'ai découvert des tas de choses que je ne soupçonnais pas au départ. Alors, en incarnant Victor Hugo sur scène, as-tu parfois le sentiment d'entrer dans son intimité? Oui, 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 oui. Pendant 1 heure, je suis vraiment dans son intimité parce que ce spectacle a la particularité. En fait, j'incarne Hugo à la fin de sa vie. Et ce qu'il faut dans ce spectacle, c'est que les spectateurs aient le sentiment d'être en face de Victor Hugo. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc je rentre vraiment dans son intimité et je connais assez bien son intimité parce que j'ai lu quand même beaucoup de livres sur lui et sur sa vie. Et donc oui, oui, je rentre vraiment dans son intimité. Quel texte ou discours de Victor Hugo te touche personnellement le plus? Alors les textes qui me touchent le plus de Victor Hugo, c'est les textes que j'ai découverts quand j'étais enfant. Et notamment le poème Souvenir de la nuit du 4, qui est un poème que je lisais quand j'étais enfant parce qu'il me touchait énormément. L'histoire, en fait, c'est Victor Hugo, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851, il est dans les rues de Paris, avec un certain nombre de représentants, et il essaye de soulever le peuple de Paris contre Louis-Napoléon Bonaparte. Il s'appelle pas encore Napoléon III, il ne sera qu'1 an plus tard. Mais en fait, il fait son coup d'État le 2 décembre. Et donc, le 4 décembre, il se retrouve avec ses représentants dans la rue Tiquetonne à Paris, dans le 2e arrondissement. Et là, il tombe sur une grand-mère qui tient son petit-fils dans les bras, un enfant de 7 ans. Et ça va profondément le toucher. L'enfant a reçu une balle dans la tête, une balle perdue par les soldats de Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est le désespoir de cette grand-mère. Et donc ce poème Souvenir de la nuit du 4, qui m'avait profondément marqué, est dans mon spectacle, et c'est un des textes qui me touche le plus de lui. Voilà. Après, il y a beaucoup de textes qui me touchent, hein, bien sûr, mais en tout cas, s'il y a un texte particulier, c'est celui-là. Alors, selon toi, quel message de Victor Hugo mériterait d'être davantage entendu aujourd'hui? Ah ben, je crois que s'il y a un message qui devrait être entendu, c'est son combat contre la misère, parce que je pense que personne ne l'entend. Enfin, en tout cas, les gouvernants, quels qu'ils soient, ne l'entendent pas, puisque on fait des toutes petites choses, mais lui, c'était son combat, c'était détruire la misère. Et détruire la misère, on voit qu'on en est encore très 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 loin. Et je dirais même la misère, on a l'impression même qu'elle s'étend de plus en plus. Donc ça, c'est un combat majeur chez lui. Toute sa vie, je rappelle que Les Misérables, ça s'appelait au départ Les Misères, hein, quand il a commencé à écrire Les Misérables. Donc ça, c'est son combat majeur. Les Misérables, c'est vraiment son grande œuvre en prose. Il fait ce discours sur la misère en 1849, il refait un discours, il va visiter les caves de Lille en 1851, il refait encore un discours à l'époque qui a jamais pu être dit à l'Assemblée, mais en tout cas il y a un nouveau discours sur la misère, et donc ça a été son combat de toute sa vie, avec celui de l'abolition de la peine de mort, mais là, celui de l'abolition de la peine de mort, on va dire qu'aujourd'hui en France, en tout cas pour l'instant, le problème a été résolu. On va te retrouver au Festival d'Avignon. Oui. De quelle date à quelle date? Alors c'est du 4 au 26 juillet. Et là, je vais jouer 2 spectacles. Donc, je jouerai pas Victor Hugo cette année parce que ça fait 8 fois que je le fais. Et je voulais d'abord faire ma création sur Apollinaire, qui s'appelle donc Apollinaire éclat d'amour. C'est l'histoire de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire n'était pas français. Il était né russe d'une mère polonaise, mais en 14, il veut s'engager. Il fait des pieds et des mains pour s'engager. Finalement, il arrive à s'engager. Il rentre d'abord dans l'artillerie, puis il estime que l'artillerie c'est pas suffisant, il rentre dans l'infanterie. Et là, il obtient la nationalité française le 9 mars 1916, et le 17 mars 1916, il reçoit un éclat d'obus dans la tempe.
Et donc le spectacle, c'est au moment où il reçoit cet éclat d'obus dans la tempe, où il va se remémorer tous ses souvenirs, ses amours avec Lou, Marie, Madeleine, mais aussi le bateau Lavoir, sa rencontre avec Picasso, Mike Jacob, Braque, etc., le mouvement surréaliste. Et donc c'est un spectacle vraiment sur la vie d'Apollinaire, plein d'humanité aussi, que j'avais vraiment envie de produire cette année. Et puis l'autre spectacle, ça sera Humaniste, que je vais jouer également le même jour, donc Apollinaire à 14h40, Humaniste à 19h40. Apollinaire au Théâtre des Corsins, Humaniste au Théâtre de l'Optimiste, et Humaniste, donc c'est une reprise du spectacle que j'ai créé l'année dernière. Ouais. Alors, humaniste, justement, met en lumière les grands combats de la pensée contre le fanatisme et l'obscurantisme. Pourquoi ce sujet te semble-t-il particulier? C'est un sujet qui me semble particulier parce que moi je m'adresse beaucoup aux jeunes dans mes spectacles, même si il y a aussi il y a pas que des jeunes qui viennent me voir, hein, mais j'interviens quand même beaucoup dans les collèges et dans les lycées aussi. Et je trouve que c'est un débat majeur aujourd'hui, celui de lutter contre l'obscurantisme. Et moi je me sens un héritier des Lumières. Et donc, en fait, tout ce qui a forgé ma pensée, ce que je suis, c'est l'héritage des Lumières. Hugo était un héritier des Lumières. Et donc, j'avais besoin de transmettre, je crois, aux jeunes générations et même au public en général, qu'est-ce que c'était que l'héritage des Lumières, et c'est-à-dire cette République dans laquelle nous vivons, elle n'est pas arrivée toute seule, elle est arrivée parce qu'il y a eu des étapes historiques. Et donc, je reprends un peu tous les grands discours qui ont fait en sorte que on en arrive à la République dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et donc cette République qui se voulait humaniste, universaliste, laïque, etc. Et je trouve que à notre époque, avec dans la société dans laquelle nous vivons, il est bon aussi de rappeler ce chemin. Pourquoi nous en sommes là? Qu'est-ce que c'est que l'universalisme? Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Pourquoi? Enfin voilà. Et donc tout ça, ça me paraissait. Et la République, qu'est-ce que c'est que la République? Parce que je m'aperçois quand je passe dans les collèges, dans les lycées, les gamins savent tout juste qu'on est une 5e République, mais après, si on leur demande vraiment qu'est-ce que c'est la République, pourquoi il y a une République et pourquoi on n'est pas en monarchie, ils ne savent pas trop en fait. Hein. Donc tout ça, c'est des choses, me semble-t-il, importantes. Voilà. On peut pas vivre dans une société si on ne sait pas d'où on vient. C'est vrai. Voilà. Penses-tu que le théâtre a encore un rôle à jouer dans le débat citoyen? Ah oui, moi je suis persuadé que le théâtre, évidemment, a un rôle à jouer dans le débat citoyen. On n'est pas là, encore une fois, pour faire des tribunes politiques. Ça, on le laisse à d'autres, je pense. Mais par contre, faire passer des messages, être engagé dans la société, défendre un certain nombre d'idées, un certain nombre de combats, oui, ça c'est important. Et moi, en tout cas, je me situe vraiment dans cette démarche-là. Voilà. Je suis pas là pour faire alors oui, j'aime la poésie, j'aime aussi toutes ces choses-là, mais j'aime aussi que ce soit au service de la société et que ça amène à réfléchir. Le théâtre a toujours été là aussi pour amener la réflexion. Il faut de temps en temps, il faut bousculer un petit peu. Et c'est ça aussi, me semble-t-il, la beauté du théâtre. C'est d'arriver à bousculer un peu les gens, en tout cas les amener à la réflexion. On n'est pas là juste pour planter des fleurs, quoi. On est là aussi pour faire passer des messages. Alors, à Avignon, si j'ai bien compris, c'est deux Ouais. pièces de théâtre, deux personnages différents. Oui, deux personnages différents, Apollinaire, bien sûr, Voilà. et puis Humaniste. Alors Humaniste, c'est moi qui parle au public, en fait, je m'adresse en tant que Pierre Jouvencel au public, D'accord. mais en revanche, dans mes discours, j'incarne 14 personnages différents. D'accord. Voilà. Seul en scène. Seuls en scène, ouais. Ouais. Les deux sont des seuls en scène, ouais. D'accord. Ouais. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, ouais. Ouais. C'est combien de temps de travail? C'est difficile à quantifier parce qu'en fait, on passe du temps. Là, je sais pas. Pour apprendre Apollinaire, on va dire, c'est 3 semaines de boulot, de travail sur le texte. Et puis après, une fois qu'on a le texte, on ne sait pas vraiment encore. Après, il faut le digérer, il faut le répéter. Hugo, je sais pas, c'est un texte que j'ai dû dire plus de 1000 fois. Peut-être plus même, hein, peut-être 1200, je ne sais rien, mais enfin, en tout cas, voilà, il faut rabâcher. Il faut que le texte, en fait, on ne le sait pas, il est en vous, en fait, il est ancré là, quoi. Et je crois que tant que t'as pas ça, tu peux pas vraiment jouer, en fait. C'est quand tu possèdes complètement le texte que tu peux jouer.
Tu es en répétition actuellement à Paris? Oui, en ce moment, je suis sur une comédie musicale là, qui s'appelle Le D'accord. sel et le miel, dans lequel je joue le rôle d'un récitant. Voilà. Donc ça sera une pièce qui va... Alors je sais pas, là on a quelques dates donc sur Paris, donc on a joué hier, on joue aujourd'hui, on joue demain, on a 2 dates avec des scolaires et avec tout public, et ensuite peut-être ça va repartir en tournée, mais c'est une pièce qui a déjà vécu, hein, qui avait été créée en 1994, qui a été rejouée je crois dans les années 2000, qui a été donnée ici à Paris donc aux Folies Bergères en 2000 au mois de mars, et puis là ils l'ont repris au mois de juin. Donc moi je joue le rôle d'un récitant, donc je suis venu dans la troupe un peu, j'arrive en fait, hein, je débarque. Et puis voilà, j'espère que ouais, elle va retourner, elle va repartir en Donc tournée. là, cette pièce, elle se joue ce soir, c'est ça? Ça se joue ce soir aux Folies Bergères, Au ouais, Folies à Bergère. 20h. D'accord. Voilà. Ok. Alors, tu es également poète. Quelle place la poésie occupe-t-elle dans ta vie quotidienne? Ah ben moi en fait je peux pas vivre sans poésie en fait. J'aime profondément la poésie parce que Il y a eu, c'est un moyen pardon, qui il y a oui. eu un recueil qui s'appelle Le Mirage, hein, c'est Alors ça? Mirage chimérique, Hein, c'est ouais, ça. c'est un recueil que j'ai écrit donc en 2017 et on a sorti en 2018 et puis que là je viens de ressortir. Et oui, non, la poésie, elle est permanente en fait. Et puis c'est quelque chose que je tiens depuis l'enfance. J'ai toujours aimé lire de la poésie. J'ai écrit mes premiers poèmes quand j'étais enfant et elle est toujours là parce qu'en plus moi je suis quelqu'un de plutôt un hyperactif, on va dire. Donc je suis toujours en mouvement et de temps en temps j'ai besoin aussi de me poser et de ouais, ça réenchante le monde la poésie, je trouve. Voilà. Alors justement, la poésie est parfois perçue comme un art confidentiel. Comment la rendre accessible à tous? Et c'est ça, ça est le grand sujet. Et c'est pour ça que j'avais envie, quand j'ai créé ma compagnie, j'avais envie de faire en sorte de dire des poèmes comme une pièce de théâtre, en fait. Justement pour faire accéder la poésie au plus grand nombre. En fait, on s'aperçoit quand on parle de poésie il y a beaucoup de gens qui aiment écrire des poèmes, qui ont envie d'en écrire parce que on est vraiment dans l'intime, on touche au plus profond de soi. Mais ensuite, les livres de poésie ne se vendent pas. C'est très difficile de vendre de la poésie. Il y a quand même peu de gens qui lisent la poésie. Alors déjà, bon, le livre est pas mort, hein, il y a encore des gens qui lisent, mais enfin, bon, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont sur Internet que et sur leur smartphone à lire des livres. Et donc les livres de poésie, dans tout ça, c'est vraiment tout petit. Par contre, des gens qui ont envie d'écrire, il y en a beaucoup. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de donner à entendre de la poésie pour que ce soit plus accessible. Donc voilà, c'est peut-être un moyen. Mes spectacles dans lesquels je dis des poèmes, là je dis des poèmes sur le spectacle sur Apollinaire, je dis des poèmes d'Apollinaire. Dans Hugo, je dis des poèmes d'Hugo. C'est peut-être aussi un moyen de faire accéder les gens à la poésie. Alors, es-tu optimiste quant à l'avenir de la culture et du théâtre en France? Alors, moi je suis plutôt, j'essaye d'être naturel optimiste. Et donc, de toute façon, il faut être optimiste. Je pense qu'on n'a pas le choix. Après, il y a des gros nuages quand même. Donc, oui. Après, l'avenir du théâtre et de la culture, de toute façon, il dépend aussi de ce que va devenir la société. Donc, selon les axes que prendra la société, je pense que il y a un avenir de la culture qui est plus ou moins sombre. Voilà. Je ne dirai pas plus. Mais en tout cas, la culture, en tout cas telle que moi je l'aime et je la défends, elle a une certaine exigence. Alors évidemment, on peut faire de la culture aussi, j'allais dire beaucoup plus grand public, aller vers ce que le public demande, etc. Mais je pense que le rôle de la culture, justement, c'est d'élever. Et pour élever, il faut donner à entendre et à voir des choses qui sont sans doute un peu plus recherchées. Et ça, ça va dépendre aussi de nos gouvernants, de ce que les uns et les autres décident pour la culture. Est-ce qu'ils veulent une culture qui élève ou une culture qui plaît à tout le monde? C'est ça la question. Alors, si tu pouvais dîner avec Victor Hugo pendant 1 heure, quelle serait la première question? Ah, la première question, je pense que la première chose que je lui dirais, c'est merci. Mais la première question, la question que je lui poserai aujourd'hui, moi, en homme du 21e siècle, c'est une question
parce que c'est la seule question sur laquelle je trouve que l'aspect universaliste de Victor Hugo a été pris en défaut, c'est la question de la politique coloniale. Je lui dirais pourquoi vous n'avez pas eu, vous qui étiez si en avance sur plein de choses, vous n'avez pas vu que le colonialisme allait nous amener vers quelque chose de terrible en fait. Parce que Hugo, je rappelle juste pour les gens qui ne le savent pas, vous savez, au 19e siècle, tout le monde était colonialiste. Derrière Jules Ferry, on voulait donner du colonialisme une idée très humaniste, on allait apporter l'éducation, le savoir, etc. Et donc, tout le monde pensait ça. Sauf un, Clémenceau, en 1885, qui dit que tout ça, c'est pas vrai, c'est faux. D'abord, il y a un caractère raciste dans le colonialisme, et qu'en plus ça va coûter très cher, et que donc il faut surtout pas faire ça. Et Hugo, comme l'autre, lui pensait apporter la bonne parole dans les pays qui n'avaient pas de civilisation, comme on disait à l'époque. On a vu ce que ça a donné quand même le colonialisme, et on voit ce que le colonialisme a donné aujourd'hui. Et donc j'aimerais savoir évidemment, mais c'est plus facile avec le recul de l'histoire. C'est pour ça que j'en veux pas à Hugo, parce qu'avec le recul de l'histoire, tout est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous au 19e? Mais en tout cas, j'aurais aimé lui poser cette question. Lui, en homme si éclairé et en homme si avancé sur son temps, là-dessus, il s'est fait avoir. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui rêve d'écrire et de monter sur scène? Le conseil, s'il a vraiment envie, s'il a ça dans les tripes, qu'il sent que c'est vraiment ça qu'il veut faire, il faut se donner les moyens. Il faut faire des études de théâtre, et puis surtout il faut travailler. Parce qu'en fait, souvent on a l'impression que les artistes, les comédiens, en fait, c'est des doux rêveurs qui font pas grand-chose, etc. Et moi je dis c'est vraiment du travail, c'est un travail acharné. C'est un travail qui est difficile, que tout le monde ne peut pas faire. C'est très fastidieux d'apprendre des textes. Moi, je dois avoir à peu près 90 pages dans ma tête, là, actuellement. C'est fastidieux. Mais après, ça donne d'immenses joies. Donc, il faut avoir l'envie et la volonté. Alors, quand le public quitte l'un de tes spectacles, quelle est l'émotion ou la réflexion que tu espères lui laisser? Moi, ce que j'essaye de donner, c'est de l'émotion, parce que s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de spectacle. Et c'est vrai que souvent sur mes spectacles, les gens sont émus, et voilà. Et ce que j'aime, c'est quand les gens me disent, voilà, où vous m'avez donné envie de relire Victor Hugo ou Apollinaire ou un autre. Ou alors des gens qui sont émus aux larmes parce que un poème les a profondément touchés, etc. Donc ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un comédien, c'est de lui dire vous m'avez ému. Bon, à part le Festival d'Avignon, quels sont les projets actuels et les spectacles que le public pourra découvrir prochainement? Alors, évidemment, là, pour l'instant, je vais tourner beaucoup Humaniste et Apollinaire, donc à Avignon et après. Je vais jouer, pour les Parisiens, je vais jouer Victor Hugo et Humaniste au Théâtre 12 au mois de mars en alternance. Mars 2026. Mars 2027. Oui, puisque, on est en 2026, 2027, ouais. 2027, donc en alternance. Je vais jouer Apollinaire aussi, et puis j'espère qu'il va y avoir des programmateurs qui viendront voir et que le spectacle va vraiment démarrer, puisque là c'est une création, donc j'ai que très peu de dates qu'on a prévendues. Et puis je vais peut-être rejouer aussi mon spectacle sur Baudelaire qui s'appelle les fleurs du jazz, et que je joue avec une comédienne chanteuse et un pianiste de jazz. C'est un spectacle sur Baudelaire, mais que j'ai replacé dans une ambiance cabaret jazz. Voilà, avec donc un texte que j'ai écrit et que j'illustre par des poèmes des Fleurs du Mal. Et donc ça, j'espère aussi on va vraiment le produire et le jouer en 2027 et peut-être à Avignon en 2027. Donc ça, c'est les grands projets. Donc cette année, ça va être vraiment là-dessus. Et puis je suis sur un autre projet avec un autre comédien sur une rencontre hypothétique entre Voltaire et Bach que j'ai joué ici à Paris il y a 3 semaines. Et qu'on va rejouer au Vésiné au mois de janvier, et puis j'espère aussi que ce spectacle on va le tourner. Voilà. Donc pas mal de projets quand même, et donc du pain sur la planche. Bon, pour finir l'émission, les réseaux sociaux. Oui. Alors les réseaux sociaux, donc Pierre Jouvencel comédien sur Facebook et sur Instagram.
C'est les deux réseaux avec lesquels on communique le plus. Sinon, je suis après compagnielégie@gmail.com, et puis nous avons une newsletter que je produis, qui sort tous les 5 du mois. Et donc, si on veut être sur la newsletter où on a tous les événements passés et à venir, c'est assez court, mais on a quand même tous les événements. Il suffit de nous contacter par mail, donc compagnielégie@gmail.com, et on vous envoie la newsletter à partir du 5 du mois. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur Artop. Eh ben, merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci à Anne également, qui est ton attachée de presse. Absolument. Qui est également sur Avignon. Absolument. Voilà. Elle va me suivre sur Avignon tout le festival. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur Artop. Merci. Ça a été un plaisir. Et nous, on se dit à très vite, à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Et bye bye. Salut. L'homme qui se présente devant vous est prêt à affronter le jugement de l'histoire. Je m'appelle Hugo Victor Marie. Je suis né le 26 février 1802 à Besançon. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées tristes. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens moi qui parle, complice et solidaire. Quant à ma mort, vous comprendrez qu'il m'est difficile de vous la relater. Je peux simplement vous dire que mes derniers mots seront: c'est ici le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière